Bonjour, Eslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Mouna Benamani Agraïn, plasticienne. Avec Mouna, nous avons parlé de Dora l'exploratrice, de l'importance de savoir créer avec un minimum de matériel. Nous nous sommes aussi interrogés sur la question du beau et de comment elle se construit dans une société. Et enfin, nous avons longuement échangé sur la notion de transmission. Merci à Mouna d'être venue nous raconter sa Meshahou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, je t'ai mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Meshahou. Meshahou. Bonjour Mouna. Bonjour, Taous. Ça va? Bonjour Meshahou, comme on dit. Comme on veut. Parfait. On dit comme on veut à Meshahou et on fait ce qu'on veut à Meshahou. Ah, il faut pas me laisser beaucoup de liberté. Ah si. Si, il faut de la liberté, je te laisse libre de tes choix, de tes paroles, de tes mouvements, de tes dires. Ok. Et je serai juste là pour t'accompagner. Merci, allons-y. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis super heureuse de te voir parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je te ressemblais. Elle n'existe pas. si elle existe, et que non seulement elle existe, mais en plus on se ressemble physiquement. Ah ouais? Ouais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et notamment la journaliste de la chaîne 3 qui fait Dans ma bulle. Ah oui, Fadi. Ouais. Exactement, MLFD. Ouais, voilà. MLFD, elle m'avait fait à l'époque Dans ma bulle, et à la fin elle m'a dit tu ressembles à Mouna. J'étais là, c'est chouette. C'est chouette, c'est super. Et je remarque que les gens me font souvent ça parce qu'il y a une fille aussi, Wardia. Oui. On me dit à chaque fois vous êtes sœur, alors que pas du tout, mais moi ça me fait plaisir. C'est vrai que tu ressembles beaucoup à Wardia. Tu vois, ça me fait plaisir, ouais. Alors Mouna, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Alors Mouna Benamani, qui ressemble à Taous et Wardia. Comment tu veux que je me présente par mon métier, tu veux dire? Comme tu veux. Comment toi, t'aimerais te présenter aux auditeurs de Meshahou? Écoute, Mouna, exploratrice. Ouais. Avec ou sans sac à dos? Ah si, toujours un petit sac à dos, parce ouais. qu'il faut mettre les carnets dedans, ouais. Le petit rouge à lèvres, hein, sait-on jamais. Ouais. Hein, sait-on jamais. Mais toujours beaucoup de stylos, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours peur d'être à court de stylos et crayons, et de quoi noter. Ouais. Donc toujours son petit sac à dos. Et tes carnets, ils sont comment? Ils sont petits, ils sont grands? Différentes tailles, différents formats. Généralement, ils sont petits. Ouais. Et tu as le petit singe qui va avec Dora l'exploratrice. Comment il s'appelle? Peut-être Babouche. Ouais, voilà. Lui, peut-être qu'il est intégré dans ma personne déjà. Il est plutôt invisible, mais il est là. Ouais. Mais tu le sens? Ah, il est plutôt là, ouais, il est pas mal là. Et parfois, il reprend le dessus. Ah.
Et généralement, c'est dans quelle situation où il reprend le dessus? Le pire, c'est que c'est des situations inattendues. Donc ça, c'est problématique parfois. Et tu lui as donné un petit surnom? Non, Non. non, 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 non. pas pour le moment. Ouais. Peut-être par peur de le matérialiser. Voilà. Ouais. Et tu l'aimes bien, ton compagnon? Écoute, en tout cas, il est là, que je le veuille ou pas. Ouais. Parfois, il me pousse à... Parfois, c'est problématique parce qu'il me pousse à regarder certaines choses que je préférais éviter, me poser certaines questions que je préférais ne pas envisager, et voilà. Ouais. Mais il est là, hein, Mhm. malgré moi. T'étais quel type d'enfant, Mouna? Très sage, très curieuse, qui s'ennuie. Je me suis beaucoup ennuyée. Ouais. C'est drôle à dire, je me suis beaucoup ennuyée et en même temps, je me suis tellement ennuyée que je me suis peut-être construite quelque chose avec Babouche. Ouais. Mais étant la dernière d'une... Donc on est 3 frères et sœurs qui eux sont bien plus âgés que moi. D'accord. Qui eux étaient déjà adultes Ouais. et tout. Donc déjà, rien que dans le choix des films, je me tapais des films d'adultes, tu vois. Ce qui m'a donné une certaine maturité à certaines choses. Mhm. Mais ouais, j'étais un enfant plutôt sage et qui s'ennuyait. Et du coup, vu que t'étais qu'avec des adultes, comment ces adultes-là te parlaient? Justement, on m'a peu traité comme un enfant, comme une enfant. Mais ça, je dois avouer que ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaisait. Je crois que j'ai même un rapport comme ça aux enfants aujourd'hui. Mhm. Et toi, comment toi tu leur parlais? Je ne sais pas, je leur parlais spontanément, avec mes regards d'enfant, et c'est tout. Hein. Ouais. C'est tout. Et puis je parlais pas beaucoup aussi. Ce qui a changé par la suite. Hein. D'accord. Ce qui a beaucoup changé, je crois que le rapport à la musique, parce que en fait mon rapport à l'art a commencé avec la musique. D'accord. Vers les 7-8 ans, je voulais à tout prix faire du violon. D'accord. Donc vers les 7-8 ans, j'ai commencé à en faire. Puis j'ai découvert que j'ai pas choisi l'instrument le plus simple. Et du coup, d'être dans un environnement musical avec d'autres amis musiciens, ça m'a vraiment aidé à me détendre, en fait, à m'ouvrir un petit peu. J'ai commencé à devenir beaucoup plus sociable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Donc, musique pendant 12-13 ans, un cadre assez strict, académique, très sérieux, très exigeant, et un rapport tout à fait différent aux arts visuels, à la peinture, au dessin. Le dessin a commencé très jeune, très spontanément, très intuitivement. La peinture vers l'adolescence, les 14-15 ans, je découvre la peinture à l'huile. Ouais. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça t'a vraiment fait le waouh en découvrant la peinture à l'huile. À l'huile, oui. L'huile, alors j'ai dessin, très jeune, dessin. Mon père dessinait beaucoup. D'accord. Il était architecte urbaniste et du coup, voilà, le dessin, c'est quelque chose qui était tout le temps présent. Étrangement, pour un papa qui était plutôt silencieux, tu vois, une éducation plutôt silencieuse de son côté à lui. Ouais. Et jamais il est venu me dire viens me regarder voir ou viens je vais t'apprendre ça et tout. Mais je me rends compte avec, en tout cas au fil des années, je me rends compte que beaucoup de choses m'ont été transmises sans le vouloir, indirectement, par lui. Donc le dessin, la musique aussi, puisque lui aussi jouait d'un instrument. Voilà.
Je sais plus du tout quelle était la question à la base. C'est bien, c'est ça, ma j'avoue. Et du coup, maintenant, selon toi, quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? Bon, j'imagine beaucoup. Mais je crois que la curiosité, c'est une valeur importante Ouais. qu'on m'a même poussée à avoir. Ouais. Et étrangement, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif, comme un vilain défaut, mais je sais pas, Anna, dans ma vie, dans mon environnement, il faut être curieux. Tu vois, et moi, je me rappelle de cette phrase, Mouna, sois un peu plus curieuse, tu vois, sois curieuse. Et non pas l'inverse. Ouais, sois un peu plus curieuse. Après, oui, il y a de la curiosité malsaine, j'imagine, mais l'idée, c'était de pousser cette curiosité. Ça, je crois que c'est un truc qu'on m'a transmis. Et du côté de ma mère, elle a toujours travaillé à nous apprendre à être heureux, tu vois. Ça, c'est un... Et alors, c'est quoi le mode d'emploi? Aucune idée, aucune foutue idée, parce que le truc, c'est qu'elle te pousse à l'être, mais sans te donner d'indication, tu vois. Mais elle fait plutôt partie des gens qui estiment que le bonheur, c'est une décision, tu vois. C'est un choix, c'est une décision. Et ça veut pas dire que t'as pas d'obstacles dans la vie, que t'as pas de coups durs, que t'as pas... Mais c'est une décision. Par contre, ça n'a pas du tout été un environnement familial qui poussait à l'excellence, tu vois, étrangement, à l'excellence, à être brillant. J'ai pas reçu beaucoup ce type de valeurs. C'est bizarre à dire, mais ouais, j'ai pas... On m'a jamais dit il faut être première de la classe ou là, il faut... Ils nous ont toujours dit c'est pour toi. De toute façon, tu vas pas pouvoir t'en sortir autrement. Mais en tout cas, que tu choisis, tu décides, mais t'assumes. Voilà. Ouais. Et ça a commencé très jeune. Par exemple, même à 7-8 ans, j'ai décidé de faire de la musique. Je décidais des activités que je pouvais avoir. Ouais. De la plus petite connerie au truc, je sais pas, les études que j'ai fait après le bac, je les ai décidées. Et en interagissant avec d'autres personnes, je réalise que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je réalise que c'est précieux, en fait. C'est précieux. Alors, tu fais plein de mauvais choix, ça c'est sûr. Tu te ramasses à la tronche plein de trucs. Mais t'assumes, c'est ton choix. Et du coup, il y a beaucoup moins de frustration. T'es amoureuse en ce moment, Mouna? Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vois la différence dans tes travaux artistiques, les changements entre quand t'es amoureuse et quand tu l'es moins ou quand tu l'es pas? Ah. Alors, laisse-moi le temps, hein, j'ai jamais... On a tout le temps. Je me suis pas posé cette question. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'envisage ma pratique artistique comme quelque chose de très, très personnel. Très dans l'introspection et très personnel. Et je ne pense pas, je ne crois pas. Mais il y a sûrement un impact. Hein. Ouais. Peut-être que je ne veux pas accepter. Je sais pas. Et du coup, là, vu que c'est très personnel, pour toi, l'amour, ça reste personnel ou pas? Non. Ah, non. Ok. Non, pas du tout. Je l'envisage pas comme ça. Je pense qu'au contraire, c'est l'élément qui doit être le plus partagé et qui doit être transmis. Et un projet artistique qui doit pas être transmis et partagé? Alors, c'est pas qu'il doit pas l'être, mais... Genre, sa finalité, c'est pas ça? C'est pas le partage Peut-être sa finalité, mais en tout cas, dans son parcours, dans sa construction, dans son processus de création, moi, j'ai besoin de cette intimité, de cette solitude dans ce moment de création. Alors, j'apprends à sortir de ça
avec les projets que j'essaie de mener avec d'autres artistes, c'est peut-être une violence que je me fais ou qui n'est plus finalement si violente que ça, parce que je prends du plaisir. C'est une toute autre approche. Co-créer, collaborer, c'est une toute autre approche. Mais j'avoue que sur ma création à moi, j'ai besoin de ça, d'être seule. Et du coup, la solitude, c'est pas quelque chose qui te fait peur? Non, je l'ai beaucoup été. Ça m'a donné l'occasion de me construire un imaginaire. Non, pour moi, c'est positif. Même l'ennui, pour moi, c'est quelque chose de positif. Et le doute? Le doute, c'est omniprésent. Pour le coup, c'est un peu plus pénible, mais c'est omniprésent, oui. Surtout, moi, j'ai longtemps été artiste autodidacte. Donc, j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé par être longtemps autodidacte, chose à laquelle je tenais aussi, puisque mes parents, ils n'étaient pas du tout dans « oui, tu dois faire des vraies études » et tout ça, pas du tout. À un moment, ils m'encourageaient même à faire l'école des beaux-arts après le bac. Et puis moi, j'étais dans une sorte de « est-ce qu'on peut vivre de ça? Est-ce que je vais quand même faire de vraies études ?» Je me disais ça, et puis après je verrai. De toute façon, ma peinture, elle est là, elle est à moi, personne ne peut m'enlever ça. Donc après, j'ai fait mes études en sauvegarde du patrimoine, et puis j'ai rajouté d'autres études, et au final, donc pendant à peu près 10 ans, j'ai été artiste autodidacte, et je n'ai vécu que de ça aussi. Puis à un moment, j'ai décidé de faire une école d'art parce que j'ai réalisé que j'arrivais à certaines limites, en fait. Pour me transcender, pour aller au-delà de ce que j'avais à donner, j'en avais besoin à ce moment-là. Et ça, je l'ai fait il y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans maximum. Et au final, ça a été très intéressant parce que du coup, ce parcours académique tout petit, rikiki, en art, m'a donné la capacité de comprendre ce que je faisais auparavant. Ça m'a pas emmené vers d'autres pistes, ça m'a donné envie de creuser encore plus les pistes que je portais, mais peut-être sans en prendre conscience, sans savoir réellement ce que je faisais, pourquoi je les faisais ainsi, etc. Ça j'ai trouvé ça très intéressant. Au-delà du bagage théorique qui me manquait, de tout ça, la prise de conscience, ça a été important. Quand tu étais adolescente, est-ce que tu avais des posters dans ta chambre? Ouais, que tu n'assumes pas, comme tout le monde. Et c'est lesquels? Les Spice Girls. Oh, ça va. Romain, j'assume, parce que un de mes rêves, c'est d'assister à un concert à elle, quelque part dans le monde, qui a Aoudo Hitler. Voilà. Et ça, je veux. Alors, et c'est lequel que tu n'assumes pas? Je sais pas. Aussi, attends, je vais te dire. Comme j'avais une grande sœur, avec laquelle je partageais une chambre avec elle, du coup, Ria, elle faisait la loi, Tenet. Eh bah oui, c'est la plus grande. Voilà. Du coup, je me tapais beaucoup de posters qui me concernaient en rien aussi. T'as sa période d'adolescence à elle, tu vois. Et puis après, les posters ont vite évolué. Dès que j'ai pu avoir mon espace à moi, ma chambre à moi, ça s'est vite transformé en croquis, en dessin qui était sûrement dégueulasse à l'époque. Mais quand ta maman passe, elle te dit « Waouh, c'est merveilleux !» Voilà, ça s'est vite transformé comme ça. Tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Oui, on a une super relation familiale très proche, parfois, d'après certains, un peu trop. D'après les conjoints, généralement. Ouais, Hadouk Riyoré, on s'en fout. Oui, c'est vrai que souvent les conjoints ou conjointes. Ouais. Et puis la perte de personnes dans ta famille renforce les liens avec ceux qui restent aussi. Ouais, le deuil est plus. Ça, c'est vrai. Ouais, donc ça c'est pour les frères et sœurs. La dernière fois que tu as rigolé,
mais genre bien rigoler? Ah, hier soir. Ouais. Même tout à l'heure avec toi. T'es quelqu'un de solaire? De positif ou pas? Je sais pas. En tout cas, j'ai l'humour facile. T'es un bon public. Ouais, je suis une bonne hein. public. Wallah, ma nziyarch, tu me fais rire, je vais t'en remercier, je vais rire, je vais... Ouais. Je suis plutôt quelqu'un de positif. En tout cas, j'essaie de l'être. Après, je dois avouer que ces 3-4 dernières années ont été assez dures émotionnellement. Mais je reste quelqu'un de positif quand même. Ouais. Et quand on traverse comme ça des phases où on est au fond, tu traverses des phases de temps en temps où tu es au fond, en bas? Oui, ouais. Comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Est-ce que tu es consciente de comment tu arrives à faire pour surmonter ça? Bon, j'ai une technique qu'il faut pas du tout appliquer, c'est de mettre les choses dans une petite boîte, de les fermer à clé, de jeter la boîte quelque part et t'avances. Ça, c'est... Mais est-ce que tu gardes la clé ou pas? De préférence, tu la jettes. Mais sans savoir comment, cette boîte finit toujours par se réouvrir. T'as des fonds qui datent de 10 ans qui rejaillissent. Et bon, voilà. Mais c'est et généralement, ils rejaillissent quand toi, tu t'y attends pas. Ah ouais, donc, sinon c'est pas drôle. C'est ça. C'est moins drôle. Mais bon, vraiment ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. Il y a un travail qu'on avait fait sur la déchirure aux ateliers sauvages et ça traitait un peu de ça, de manière très métaphorique, de matérialiser un petit peu cette plaie qui reste ouverte, qui par contre qui évolue, qui se transforme, qui peut-être se resserre, se réouvre, mais en tout cas elle évolue, elle est là. Je crois pas en le bonheur absolu comme ça tout seul, wahdo. Je crois pas qu'il aurait du sens comme ça tout seul. C'est ça, la lumière met en valeur l'obscurité et vice versa. Je pense pas que c'est pas manichéen. Ouais. Et puis je pense pas que c'est binaire. C'est ou t'es heureux ou t'es malheureux. Tu peux porter en toi des zones comme ça de tristesse toute ta vie, mais ça t'empêche pas d'apprécier ce qui t'arrive de bien, quoi. Après ça, c'est théoriquement. Hein. c'est bien joli tout ça, mais... C'est beau les mots. Ouais. Et sur le terrain, comment ça se passe? Sur le terrain, en vrai, t'as des réguliers pétages de plomb, c'est plutôt ça, hein, la réalité. Alors on enjolive pour ma chère, mais bon, voilà, cher ami auditeur, c'est pas ça la vie. La vie, mais vraiment, mes techniques à moi, c'est quand il y a des zones de mal-être, c'est de les confiner, de pas les montrer aussi. Il y a quelque chose de très pudique face à ça, je sais pas. Ouais. T'es quelqu'un qui montre facilement ses émotions ou pas? Ou tu les utilises plus pour... Je vais montrer tout ce qui est joyeux, positif beaucoup plus facilement, vraiment facilement. Mais les moments comme ça de doute, de tristesse, je vais me les garder pour moi. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu puises là-dedans pour créer? Écoute, sûrement. Parce que tu sais, alors au théâtre, on a différentes écoles et je pense que dans l'art de manière générale, il y a l'école qui dit il faut souffrir pour créer et d'autres qui te disent non, pas du tout, tu peux très très bien créer tout en étant heureux. Oui, je pense que c'est des créations différentes, c'est des rapports à ta propre création différents. Mais non, moi je pense qu'on a une nécessité de créer, on a un besoin, ce besoin de créer. Après, peut-être qu'il va se traduire différemment selon tes états d'âme, mais ce besoin, il est là. Il est là. Ouais. T'as quel âge, Mouna? 31 ans cette année. Ouais. Est-ce que tu penses te connaître? Ah,
sûrement pas. Mais j'ai encore le temps pour ça. Ouais. Et ça te plaît de ne pas te connaître et de te découvrir? Oui, ouais. J'avoue, ouais. Ah, c'est une chouette question, ça. Je pense que oui, ouais. Je pense que ça me plaît de me surprendre encore. Et puis, ça serait moins intéressant hein, si tu sais comment tu réagis aux choses, comment tu absorbes les choses qui t'arrivent, si tu sais systématiquement. C'est moins intéressant. Du coup, la dernière fois que t'es pleuré, mais vraiment pleuré, comme vraiment rire. Ah, vous êtes comme ça, ma chao. Vous posez des questions comme ça. Qui n'ont ni queue ni tête. On parlait même pas de ça juste avant. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Ça te fait du bien de pleurer? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est là, ça doit sortir, c'est tout. Mais non, ça me fait pas de bien. Les moments down, ça me fait pas de bien. Hein. Ouais. Mais j'admire les gens qui arrivent à transformer ça en quelque chose en énergie, je sais pas encore faire ça. Mais tu veux réussir à faire ça? Ou c'est pas du tout ton... Peut-être pas, non. Ouais. J'aime assez ma technique de boîte, je rappelle. Le déni, on appelle ça. Si tu veux. Donc c'est bien à 31 ans le déni. Dans 10-15 ans, ce sera moins sympa, je crois. Ouais, tout va revenir comme ça à la gueule. Ouais, mais il y a des choses déjà qui malgré toi, ressurgissent à des moments totalement inattendus. T'as Babouche qui revient, tu vois. À des moments, je sais pas, tu tombes sur un trousseau de clés et là, tu te mets à chialer, tu sais pas pourquoi. En fait, si, tu sais pourquoi, mais il y a des moments inattendus comme ça. Les rêves aussi, c'est des moments inattendus. Ouais. Si tu devais avoir un pouvoir magique, ça serait lequel? À la téléportation. Ça... Mais tu dis ça parce qu'on est confiné ou ça a toujours été... Ça a toujours été, mais là encore plus. J'ai toujours été quelqu'un qui bouge énormément, qui voyage beaucoup et voyage avec peu de moyens, mais qui voyage, ça c'est quelque chose qui nous a été transmis. Vos sacs à dos, on va à telle ville, on prend la voiture, ou là on va dans d'autres pays. Ça c'est nécessaire, ouais. Puis j'aime bien rencontrer de nouvelles gens. J'aime bien ça. J'aime bien cette étape où tu connais rien encore de la personne et tu as tout à découvrir. Ouais. C'est des moments qui me plaisent. Ouais. Et du coup, quelle est la, on va appeler ça une valeur ou une qualité, je sais pas, que t'aimes énormément chez quelqu'un? L'insolence. J'aime bien les gens insolents. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. L'insolence? Ça va m'intéresser, ça. C'est ton opposé ou pas, l'insolence? Tu te dis personne insolente? Vraiment, je pense que ça dépend des contextes. Il y a des insolences qui ont besoin d'exister. Il y a des choses que je perçois pas comme insolence, mais peut-être qu'ils le sont. Donc, encore une fois, je crois pas en les êtres totalement insolents, totalement dans les... Je pense que c'est plus complexe que ça, quoi. Si tu devais être une émotion, ça serait laquelle? Juste une. 3. C'est compliqué, ça. Non, j'aime pas les chiffres impairs. 4. Ah. Pour pas dire 2. L'incertitude, c'est aussi une zone qui me plaît. Elle est épuisante, mais il y a beaucoup de choses qui en sortent. Je sais pas si c'est une émotion, d'ailleurs. C'est quoi? C'est pas grave. On s'en fout? Non, c'est pas une émotion, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout. Je t'ai dit, mais Chao, on s'en fout de tout. L'essentiel, c'est le nous. L'incertitude, ouais. Ben, on peut rester sur une. Au final, j'ai choisi celle-là. Tu vois? Ouais, finalement. Ouais. C'est une zone qui me plaît. Ouais. Et puis, au final, dès que tu arrives à combler cet espace, à rentrer dans une certitude, à une plénitude qui est très reposante, certes,
Mais là, ça s'arrête. Ouais. La mort te fait peur? Plus depuis quelques années. Ouais. Plus depuis que je l'ai rencontrée. Plus depuis que je sais qu'elle existe. En fait, Jet. Et du coup, je me suis dit, ok, elle est là, va falloir faire avec. Ouais. Mais ça, c'était une prise de conscience aussi. Parce qu'avant, c'est juste comme si j'y avais jamais pensé. Et puis, elle est là. Et peut-être qu'elle est souvent là dans mes travaux aussi. Mais j'essaie de la comprendre, de comprendre sa nécessité aussi pour dans ce cycle, tu vois, de renouveau, de renaissance, et ben voilà, j'essaie. Ouais. Et ça te plaît d'avoir pris conscience de ça, que la fin c'est du renouveau? Je peux pas dire que ça me plaît parce que ça, il y a une mortalité dans. Mais c'est là. Écoute, ça me plaît pas, mais c'est là. C'est. Et puis peut-être que de prendre conscience que ça a une fin, ça te pousse à vivre les choses autrement, plus pleinement. T'as été confinée comme nous tous, je présume. 2020, c'était assez compliqué. Pour toi ou pas, d'être confinée? Au début, ça m'a fait du bien. Au début, ça a fait une sorte de... On va s'arrêter un peu. Arrêt sur image. Ouais. C'était un moment où il y avait beaucoup de projets en cours, que ça soit en Algérie ou ailleurs, que ça soit seul, individuellement ou avec d'autres artistes. Et à ce moment-là, je me suis dit, hatta. Hatta, on va s'arrêter un peu, on va faire des choses que tu as envie de faire depuis 10 ans, que tu n'as plus le temps de faire. On va rien faire aussi, et ça va être chouette. Puis d'être confinée, et puis d'avoir perdu aussi beaucoup de gens cette année. Ouais. Des très proches et des moins proches. Des très proches pour des amis à toi, et puis des très proches aussi. Ça remet encore au cœur de tout ça cette mortalité, mais avec un tout autre rapport, parce que là, elle est tellement omniprésente que elle est plus de l'ordre de la statistique, tu vois, que c'est vécu vraiment différemment. Encore Ben Adam. Il y a eu quelque chose de pénible qui s'est installé, de pas pouvoir sortir de chez soi, de pas pouvoir faire des choses toutes simples. J'ai pas touché ma mère plusieurs mois. Je lui ai pas fait de câlin, ce qui est très dur pour nous. Ouais. Et par contre, quand j'ai fait mon Covid, je me suis dit yes, je peux en profiter maintenant tu sais, il y a une période d'immunité. Je me suis dit yes, va faire un câlin à ta mère, profitez. Et j'ai fait ça tout de suite, voilà. Après, sans banaliser tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont morts, qui ont... Moi, ça a été 2 mois d'épuisement total, mais il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de conséquences que ça. Bon. Alors oui, confinement, c'est pas très gai. Et puis, tu sais pas où va tout ça. Au final, ce que je me disais au début, cool, on va s'arrêter un peu. Au final, ça donne une dizaine de projets qui sont en suspens. Que tu peux plus te projeter, tu peux plus... Donc ça aussi, il y a une difficulté. Ouais. Si t'étais un film, ça serait lequel? Si j'étais un film... j'aime bien les Kill Bill. Oui. Il y a quelque chose de grotesque que j'aime bien. J'aime bien. J'aurais été un Kill Bill, parce que il y a une violence qui est présentée de manière totalement grotesque, presque de l'ordre de l'humour. Il y a une violence, une mortalité aussi. J'aime bien. Et puis peut-être parce que le rôle principal est un rôle féminin très fort, peut-être. Qui tue. Machi Poupilla, voilà. Ou Toupké quand il doit pleurer. Et une chanson?
chanson. Ou un style de musique, pas forcément si t'as pas un titre en tête, mais si t'étais un style de musique, ça serait lequel? Alors, très jeune, Anna, j'ai commencé par faire de la musique andalouse. Et quand t'es jeune, tu détestes ça. Oui. Tu détestes ça parce que c'est pas la musique que t'écoutes quand t'es adolescente, et voilà. Mais ce qui est très drôle, c'est que maintenant, je m'en rapproche de plus en plus. Je me rapproche de plus en plus de cette tradition qui passe par l'oralité. Ce que je reprochais à cette musique qui n'est pas retranscrite, qui n'est pas écrite, qui n'est pas archive. Si, elle l'est maintenant, mais au final, ce que je lui reprochais maintenant, c'est ce que je trouve de précieux en elle, cette oralité, cette transmission qui se fait. Ton prof, c'est pas un prof, c'est une relation un peu plus... Un mentor? Oui, oui, ça relève du spirituel aussi. Tu le vois plus que tes parents à un moment. Ça transmet des valeurs aussi, ça transmet les textes aussi. Les textes que je comprenais pas plus jeune, les textes sont incroyables. Donc, je crois que je me rapproche de plus en plus de cette musique. Et ça me plaît. Et tu continues de jouer d'un instrument? Oui, mais des fedar ou avec des copains. Je le fais plus sérieusement comme avant, où avant on faisait des scènes, on montait sur scène, on faisait des récitals, des festivals et tout ça. Mais maintenant c'est devenu plus de l'ordre de... En fait, il y a eu un inversement. À une époque, c'était la musique qui était plutôt professionnelle dans ma vie. Et le rapport aux arts picturaux, aux arts visuels, c'était le moment de plaisir, le moment d'évasion et tout. Et puis, maintenant, c'est devenu le contraire, vu que mon métier, c'est vraiment d'être artiste, peintre, dessinatrice, plasticienne à plein temps. Et ce moment, finalement, de plaisir, c'est devenu la musique. Et du coup, chez moi, je peux prendre mon violon ou la l'oud, l'oud qui n'est pas à moi d'ailleurs. Je vais te le rendre, Mehdi Hachid. Ah, je dois le recevoir pour une mèche à eau. Ah, donc, voilà, je te le ramène à toi. Je te promets, tu vas le retrouver, ton oud. Il est pas cassé? Non, non, jamais. Non. Je casse plein de trucs, mais pas les instruments. Ouais. Tu y prends soin Oui, forcément. Ouais. Forcément, en tant que musicien, c'est des trucs... tu peux perdre ta vaisselle, tes vêtements, mais le matériel, que ça soit mes pinceaux, mes tubes de peinture, non, tout ça c'est précieux et coûteux. Ouais, c'est vrai que c'est coûteux. Ouais. Oui, c'est coûteux. Ouais. En tout cas, Fedzaïr, quand tu ne vis que de ça et tes entrées d'argent, c'est ton art et seulement ça, le matériel, il est vachement coûteux et de plus en plus. Mais qu'il y a une chose très intéressante chez les artistes algériens, je trouve, c'est qu'on crée avec rien. On crée avec... tu vois, par exemple, avant le Covid, la vie d'avant, si j'étais invitée en résidence d'art dans d'autres pays, où là, t'arrives, on te demande une liste de matériel qu'on va te fournir, on te donne des perdièmes, on te donne... Et tu te dis, ah bon? Wow. Je demande tout ce que je veux, c'est vrai. Et tu sais, je me rends compte que on demande toujours des petites listes. Parce que chez moi, elle fait. Mais ça, par contre, c'est précieux de pouvoir créer avec le minimum. Ouais. Jamais tu te diras, je peux pas mener ce projet parce que m'andish assez de matos. Non, tu détournes la contrainte et c'est tout. Mais j'ai remarqué ça en Algérie, on a ça. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'étais chez mes cousines et elles voulaient faire un tiramisu. Qui dit tiramisu dit mascarpone.
Et, sauf que ça coûte un bras. Et hop, tim. Oui, fromage régime. Hop, voilà. Il y a tout le temps des astuces dans la vie. Voilà. Les mécaniciens, c'est pareil. Il n'y a pas la pièce, donc ils vont essayer d'aller dénicher le truc. Et je me rappelle mais vraiment bien plus jeune, vers 19 ans à Hakek. Alors, ma première exposition individuelle, j'avais 19 ans. D'accord. Il y avait... je me rappelle, je prenais mes petits tableaux haka, je conduisais pas encore, ma mère quand elle était née, et je faisais le tour des galeries pour demander, alors, est-ce que عنده معنى ما عندوش معنى, est-ce que voilà, ça a de l'intérêt, est-ce que vous voulez m'exposer, ta. Et donc un jour, je finis par faire ma première expo et je contacte quelqu'un sur Facebook me disant qu'il va jamais me répondre. C'était Karim Sergoua. Karim Sergoua, 2 heures plus tard, là, il me répond. Je lui avais envoyé mes travaux. D'accord. Il me répond avec beaucoup de rigueur. Il a regardé mes travaux et tout ça. Voilà, je vous invite à ma première expo et tout. Et il est venu. Et il fait partie de ces premières personnes, de ces premiers artistes qui regardent vraiment toute forme d'art, toute forme d'artiste, qu'il sorte d'une école ou pas, qu'il ait 60 ans ou pas, qu'il ait... Et pourquoi je racontais ça? Ah oui, alors un jour, il me propose de faire partie d'une résidence d'art. Et là, à ce moment, il n'y avait pas assez de matériel. Bon, en fait, les projets à Dzaïr, tu fais comme tu peux. Il dit boulek 5 boîtes de peinture acrylique, et tu dois créer. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et du coup, il n'y avait pas assez de pinceaux. Alors, j'ai pas de pinceau et tout. Tu peux peindre avec ça. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est vrai, je peux peindre avec tout. Avec ton doigt. Oui. Et du coup, voilà, pour dire que le matériel, ça ne devrait jamais être un obstacle. Et nous, Fedzaïr, on a beaucoup ça. On sait créer à partir de la ruine. Parce que Hayatena, elle est un peu comme ça, en ruine. Tout est bancal, tout est dans l'anarchie, tout est... dans l'incertain. Dans l'incertain, exact. Toi qui aimes l'incertitude. Oui, mais je connais que ça. On ne connaît que ça. C'est marrant de connaître l'incertitude. Oui, enfin, peut-être qu'on pense connaître, mais en tout cas, on n'évolue que dans ça. Et quand tu es du coup dans des environnements qui t'offrent plus de choses, c'est limite déstabilisant. Mais est-ce que ça fait du bien de temps en temps ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Déjà, ça fait du bien d'être considéré, d'avoir un statut, d'être regardé, d'être... Cela dit, c'est dommage de devoir exister ailleurs pour être reconnu ici. Et oui, c'est triste de devoir... briller ailleurs pour être... Oui, ou d'être reconnu ailleurs, que d'autres pays t'offrent beaucoup plus que ton propre pays. Ouais, il y a quelque chose de triste de devoir partir pour exister, tu vois. Après, je juge pas les artistes qui ressentent le besoin de partir à un moment, parce que au-delà d'être des artistes, on est des êtres humains, tu vois. On a juste envie d'être paisible, si tu as des enfants, tu as envie de leur offrir un cadre de vie plus ou moins décent, des choses comme ça. Et du coup, toi, c'est partir ou rester? Ou partir pour mieux revenir ou... Moi, je suis jamais partie. Ouais. Même si je pars pour quelques mois dans d'autres pays, dans le cadre d'un projet, d'un travail, je suis toujours installée en Algérie. Ma vision de construire quelque chose sur le long terme, elle est en Algérie. Ça, je dis ça aujourd'hui. Ouais. Je dis ça aujourd'hui. Après, il y a une réalité, puis parfois il y a des opportunités qui viennent à toi, qui te font repenser certaines positions que tu avais au préalable. Donc, ouais, peut-être partir pour mieux revenir, oui, ça me plaît comme formulation. Ouais.
c'est bien. Quand tu voyages pendant un moment, quand tu quittes Alger pendant un moment, et quand tu reviens, quel est le premier sentiment que tu as? Le farha. Ouais. Ah putain, le wesh. Je te jure, le wesh. Le wesh, ouais. Tu te sens algéroise? Oui, ouais. Ouais. J'ai été que ça toute ma vie. J'ai été que ça. Après, même si j'ai des origines d'un côté kabyle, de l'autre côté de Boussaada, et puis j'allais le bled, les deux. Ouais. Mais non, je me sens algéroise. Je me sens, en tout cas, algéroise, je sais pas, en tout cas, je me sens algérienne. Ouais. Et c'est quoi être algérienne? Ah, je pense pas qu'il y ait qu'une seule manière d'être algérienne, mais moi, La tienne, c'est quoi? je le suis profondément. كي نلحق للجزائر نكون الوحش, tu vois. À un moment, toujours à un moment, quand je suis quelque part, je me dis putain, vivement, là, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer. Ouais. Pour moi, c'est ça, je l'explique comme ça. Mais je sais pas le mode d'emploi algérienne. Je sais pas. Je sais pas si c'est le fait de marcher vite quand t'es une fille barrage, je sais pas. Si c'est ça, être algérienne. J'en sais rien, mais Ouais. je pense pas qu'on puisse le résumer sur une manière d'être. Mais je crois qu'il y a un truc qui revient dans l'algérianité, c'est l'humour. C'est l'humour, c'est comment dédramatiser des situations totalement dramatiques. Ouais, c'est comment transformer ça en humour. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu, Hirak, on l'a vu. Ça, je crois que c'est commun. Ouais. C'est quoi pour toi ta plus grande réussite jusqu'à présent? Il y en aura Je d'autres. l'attends. Ah Je l'attends. Ouais. Ouais, je l'attends, je sais pas. Mais il y a plein de choses qui m'ont rendue contente et satisfaite, je sais pas, mais en tout cas fière d'avoir essayé de le faire ou d'avoir dépassé une angoisse, une peur de le faire. Ça, il y a plein de choses. Mais c'était quoi la question? Ta plus grande réussite. Ouais, ça, je sais pas, je l'attends. Ouais. Et du coup, ta plus grande fierté? Il y a plein de projets, en tout cas d'un point de vue artistique. Il y a plein de choses dont je m'estimais pas capable et que j'ai fini par faire. Et ça me... Ma plus grande fierté aujourd'hui, je crois que c'est d'être dans mon travail artistique, dans ma création, plus sereine. Plus sereine dans le sens où j'assume un peu plus mon travail. Les doutes sont là, mais je crois qu'ils sont acceptés, ils sont intégrés. Ça sera là. Ouais. Mais je suis contente de ce travail que j'ai fait et que j'essaie de faire encore. Et en tant que personne, c'est quoi ta plus grande fierté? Je sais pas, je dissocie pas spécialement les deux, l'artiste de la personne. Ah oui? Ouais, je dissocie. Parce qu'il y a des grands débats depuis le Festival de Cannes avec Polanski. Oui. Est-ce qu'on doit dissocier la personne de l'artiste ou pas? Dans le jugement d'une œuvre, je pense qu'on devrait le faire. Dans le jugement d'une œuvre, dans la critique d'une œuvre, je pense qu'on devrait le faire. Cela dit, un délit est un délit, un crime est un crime. L'artiste n'est pas au-dessus de la loi, ça c'est clair. Mais dans la critique d'une œuvre, t'as des artistes qui sont pas à la hauteur de leur œuvre, humainement. Mais en tout cas, à mes yeux, ça n'efface pas leur œuvre, en tout cas. Ça devrait pas. Ouais. Ça devrait pas. Et moi, je dissocie pas les deux parce que j'ai pas d'horaire où je me dis ah c'est bon, je sors du bureau. Non, c'est quelque chose que je suis à plein temps, que je sais pas être autrement que ce que je suis, c'est tout. Ouais. Et du coup, c'est quoi les choses qui t'émeuvent? Tout, ça peut être tout. Vraiment, ça peut être tout. Je pense qu'on devrait être ému de tout, tous les jours. Ça serait triste de plus l'être. Et puis parfois, tu passes par des phases où
tellement déprimé, épuisé, blasé, que tu n'as plus vraiment l'énergie d'être ému. Mais ça dure jamais vraiment très longtemps, heureusement. Si une personne vient te voir et veut se lancer en fait dans l'art pictural, et quel est le conseil que tu donnerais et qu'on a omis de te donner? Oui, mais là, elle te dit non, mais je veux vraiment faire ça. Qu'on m'a omis de... Oui, ou voilà, qu'avec du recul, tu te disais, punaise, si on m'avait donné ce conseil-là il y a 10 ans, je serais allée vachement plus vite, ou j'aurais pris d'autres sentiers ou d'autres routes, ou tu vois. Déjà, je lui dirais de le faire à 100%. Il n'y a pas de comment on dit, de demi-mesure. Voilà. Ouais. De demi-mesure. Makash, tu es animé par ça, par n'importe quoi, tu le fais à 100%. Sinon, non, ça serait une perte de temps. Le conseil qu'on m'a pas donné, si on parle de toi négativement, c'est que c'est une bonne chose. C'est qu'il y a de l'intérêt. Ouais. C'est que ton travail a de l'intérêt. Tu laisses pas indifférent. Oui, peut-être que je dirais ça. Que ça t'est déjà en fait arrivé de regarder un film ou une série et en éteignant, en disant mais qu'est-ce qu'il était nul. Et quelques années plus tard, tu te dis maintenant je comprends. Que tu trouves finalement que ce film-là est un chef-d'œuvre ou un livre par exemple, je veux dire. Exemple Le Violon Rouge, le film que j'ai vu trop jeune et que j'avais pas compris. Et puis des années plus tard, aujourd'hui, il fait partie de mes films préférés. Ce qui est drôle, hein. Ouais. Tu regardais des dessins animés quand tu étais petite? Oui, même maintenant. Ouais. Et quand tu étais petite, c'était quel dessin animé ton préféré? J'avais pas de préféré. Par contre, mon père, à chaque fois, il me ramenait la génération Walt Disney et génération Club Dorothée. Ouais. Donc voilà. Et à chaque fois, mon père, à chaque fois qu'il voyageait, il me ramenait une cassette vidéo VHS. C'était un nouveau Walt Disney qui sortait. Ouais. Du coup, j'en ai fait une collection à un moment et je redessinais toutes les pochettes. Ah oui. D'ailleurs, je crois que ça a commencé comme ça, le dessin. Redessiner les pochettes et faire des portraits des membres de ma famille. Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai pas un dessin animé. T'as pas un Walt Disney qui t'a le plus. Où t'as le plus chanté dessus, le plus. Le Bossu de Notre-Dame. Ah ouais. Voilà. Sinon, que Génération Club Dorothée, donc. Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac. Les Dragon Ball Z, les mangas. Et puis, à l'âge adulte aussi, les mangas, les films d'animation. Hier, je regardais Chosep. Et je peux te conseiller aussi des films d'animation. J'adore les films d'animation faits à partir de pâte à modeler. Ah oui. Ouais. Du coup, il y a Max and Mary que je conseille. Il y a La vie pour 99 francs, qui n'est pas le film. Oui. C'est le sens de la vie. Voilà, le sens de la vie pour 99 francs. Regarde, celui-là, c'est le mien. Les triplettes de Belleville. Ok. Et même la musique, la BO, on appelle ça, la bande originale, est vachement bien. Ok. Donc, regarde les C'est chouette d'être à Machao. Tu te prends des petites adresses, des petites références. C'est chouette. Quelle a été pour toi, encore une fois, les ou la plus grosse difficulté d'être une femme artiste? J'ai pas vécu la difficulté d'être femme artiste. J'ai vécu la difficulté d'être artiste, tout court. Fedzaïr. D'être artiste autodidacte, ça aussi c'est une autre difficulté. D'être artiste un peu en marge, qui n'est dans aucun clan, par exemple, dans aucun cercle. Ça, mes difficultés, elles ont plus été de cet ordre-là.
que de femmes artistes. Après, les difficultés liées au fait d'être femme, oui, ça, dans une société dite arabo-musulmane, post-Erheb, j'aime même pas dire post-Erheb parce que on en est toujours là. Pour toi, du coup, en tant que femme algérienne, quelle est la plus grande injustice dans notre société vis-à-vis des femmes? La réclamation de la virginité. Ouais. La pureté du corps. Ouais. La pureté de l'âme qui est liée à la pureté du corps. Oui, pour moi, c'est un très grand écart. C'est le grand écart. L'inégalité sociale la plus ridicule. Ouais. T'as des enfants, Mouna? Non. T'aimerais en avoir? Oui. Ouais. Je pense, oui. Quelle est la chose que tu voudras transmettre à tes ou ton enfant? Alors, c'est marrant parce que moi, dans l'idée d'avoir un enfant ou des, c'est spécifiquement lié à un truc. Par exemple, l'expérience de la grossesse ou je ne sais quoi. Je crois que beaucoup de femmes voudraient vivre ça. C'est pas ce qui m'a. Par contre, avoir un enfant pour lui transmettre quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Mais l'envie, elle est placée dans cette transmission. Ouais. Voilà. Je ne saurais pas te dire quoi. Sûrement, je vais reproduire des schémas qu'on m'a transmis, malgré moi. Même si j'essaie beaucoup, même à travers de mon travail, j'essaie beaucoup d'être dans l'observation et la compréhension de la répétitivité de mécanismes, de schémas sociaux, tu vois, qu'on reçoit, qu'on a détesté recevoir peut-être et finalement qu'on reproduit. J'essaie de comprendre ça, j'essaie de prendre du recul sur ça. On verra. Il y a des études qui prouvent que cette question du beau, comment elle se construit dans les sociétés et notamment chez les jeunes femmes. Pourquoi je parle des jeunes femmes en prenant pour exemple les femmes qui ont été imagées et fantasmées par les orientalistes. Cette image d'elle-même qui leur a été imposée, volée dans un premier temps et puis imposée avec de nouvelles constructions de canons de la beauté résultantes, elles sont dans on est dans une négation d'esthétique maghrébine, nord-africaine, etc. On en arrive tellement à détester ce qu'on représente qu'on reproduit ça aussi avec ma mère, je sais pas le nombre de fois où elle me disait Tomé Sharak, il faut les lisser, il faut les. Pourtant j'ai pas les cheveux spécialement crépus, mais bon. Mais il y a ça, ma grand-mère côté kabyle, qui, elle, aimait la blancheur, qui a rejeté ma mère qui venait de Boussaada, qui est une brune et tout ça. Ça, c'est des mécanismes qui m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, je construis un projet de recherche sur ces questions de l'ordre de l'identité liée à l'image, mais présentée par l'art. Et comment ça peut impacter justement cette propre image de toi, de ce que tu reçois de toi. Et c'est un projet de recherche que je fais avec une sociologue qui, elle, m'apporte tout cet aspect scientifique que je n'ai pas. Et moi, j'essaie de traduire toute cette recherche, toute cette documentation, ces rencontres avec ces femmes. J'essaie de les traduire en une recherche plastique, en un langage plastique, en travaillant, en prétextant l'exercice de la nature morte. Oui. Voilà. Ces images-objets. Tu vois, c'est comment déshumaniser une personne et la rendre au niveau de l'objet. Ce n'est que l'image de cet objet. Il y a une artiste algérienne qui vit à Paris, qui s'appelle Nadja Mkhloufi, et qui elle est photographe. Oui, absolument. Et qui a fait
un travail très intéressant sur justement le rapport de ta féminité, de l'image que tu portes sur cette corporalité et de ce qui t'a été transmis par ta mère. Et d'ailleurs, à un moment, elle a écrit un texte où il y avait plusieurs mots qui revenaient à son enfance. Keshroda, Roula. Oui. Et c'est des mots qu'on a toujours eus, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Et c'est étrange parce que c'est des petits mots qui sont entre... comme de l'affection. Et en même temps, c'est des mots hyper violents quand tu les traduis. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, cette agressivité, cette violence, elle est omniprésente, on évolue dedans. Mais je trouve qu'on arrive avec l'humour, justement. On sait très bien vivre et composer avec elle. Il ne faut pas être fragile. Hein, il ne faut pas être fragile, non, mais on n'est pas fragile. Mais il y a des personnes fragiles. Oui, absolument, absolument. Donc, tu veux dire sensible ou fragile? Fragile. Sensible... Ah, ok, tu parles de fragilité. Oui. Fragile. Ouais. Non, sensible, on est tous sensibles. Voilà. L'Algérienne de base est sensible. C'est et hyper sensible même. Hyper sensible. Hyper romantique. Oui. Hyper romantique aussi. On est des vrais Méditerranéens, Africains. Tu vois, on a les deux, tu sais, on est dans la tectonique, plaque tournante de tout ça. Donc, mais ce projet, il me tient beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, c'est le premier que je prends sous cette forme. C'est-à-dire, j'ai commencé par une phase de recherche, de documentation. C'est dans un autre cadre aussi. C'est dans un cadre plus académique, de thèse. Donc, c'est vrai qu'il fallait ce socle. Mais c'est la première fois que je commence un projet par la documentation, l'aspect théorique, la recherche. Alors qu'Anna, j'ai un rapport très fort à la matière. Oui. C'est en étant en contact avec la matière que je pense que je construis. Et là, il y a quelque chose de nouveau dans ce processus de travail. Mais je ne vais pas pouvoir attendre longtemps avant de commencer à aller dans de la matière. Hein, ça, par contre... Alors, j'ai 2 questions rituelles que je pose à la fin des Meshahou. La première, c'est quelle est la ou les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou? Ah, ouais. Nawal Ouarad. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as eu d'ailleurs. Non. Qui est parmi mes artistes préférés. Je ne vais pas dire artiste algérien préféré, ça ne veut rien dire. C'est parmi mes artistes préférés, tout court. Ouais. Elle est incroyable. De base, elle est bédéiste. Donc déjà, elle a un rapport très fort à la narration. Et elle a un coup de crayon que je trouve exceptionnel par sa fragilité. Ça relève parfois même de la maladresse. Ouais. Pourtant, c'est un trait vraiment maîtrisé. Et moi, j'y vois parce qu'elle travaille beaucoup de personnages où les humains ont toujours des têtes d'animaux au final. D'accord. En ce moment, elle travaille beaucoup avec le mouton. D'accord. Donc, c'est des humains moutons. Puis, elle a beaucoup travaillé avec les humains oiseaux. D'accord. Et des sortes d'humanoïdes comme ça. Elle fait des parallèles entre l'humain et sa part d'animal, peut-être. Je ne sais pas, c'est une traduction très personnelle. Mais j'aimerais beaucoup l'écouter chez Meshahou. Ouais. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Meshahou? Ah non, c'est pas juste ça. Ça, c'était ma question, d'accord? C'était ma question. Mais je te répondrai. Mais je veux d'abord que toi, t'y répondes. Promis, je te dirai. Alors, Meshahou pour moi, de manière très abstraite, comment je le ressens. Quelque chose qui relève de l'oralité, de l'intimité aussi. Ouais, je dirais ces 2 mots. Voilà. Merci Mouna. Merci à toi, merci. À bientôt. À demain. À tout à l'heure. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Meshahou.
Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahu en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahu et à très bientôt.